Bonjour Edouard. Bonjour Eric. Je te retrouve aujourd'hui, je suis derrière la caméra parce qu'on n'a pas trouvé de café assez bruyant pour faire l'interview aujourd'hui. Donc, on va décevoir nos auditeurs, on va quand même parler Ukraine parce qu'il y a une actualité. Finalement, tout le monde parle de l'offensive ukrainienne imminente. C'est quoi cette histoire ? Oui, alors il y a même une plaisanterie sur les réseaux sociaux. Certains diront que c'est plus les réseaux sociaux russophones qu'ukrainophones. L'offensive, elle s'appelle Godot. On attend Godot. Ça, c'est pour les réseaux intellectuels. Oui, Samuel Beckett, en attendant Godot. Ça m'étonnerait que ce soit des réseaux ukrainiens. Ouais. C'est toi qui l'as dit. En fait, effectivement, cela fait plusieurs semaines et en fait plusieurs mois que l'on parle d'une... alors les termes utilisés, c'est une contre-offensive ukrainienne. Ce qui est un petit peu bizarre dans le terme, c'est que le front est relativement stable depuis 6 mois. Depuis que les Russes se sont retirés de Kherson. Les Russes ont regrignoté du territoire au nord, dans la région de Liman, mais globalement, on l'avait dit plusieurs fois, ils ont installé une ligne de défense en profondeur, avec plusieurs échelons, pour être parés au cas d'une offensive, il vaut mieux l'appeler une offensive ukrainienne, qui viserait alors l'idée qui est avancée depuis 4-5 mois, c'est que les Ukrainiens essaieraient d'aller vers la Crimée en attaquant en gros à Zaporojié et à Kherson. Alors, on parle de Godot parce que cette offensive, ça fait des semaines qu'on en parle et elle ne vient pas. Par exemple, hier soir sur les réseaux sociaux, il y avait tout d'un coup l'idée que ça y est, elle a commencé. Mais on avait déjà eu ça il y a 3 ou 4 semaines. Et effectivement, hier soir, il y a eu des petites offensives tactiques sur Bakhmout, Artyomovsk, puisque, comme nos lecteurs le savent, il y a encore quelques kilomètres carrés qui sont tenus par les Ukrainiens. Donc, il y aurait eu en fait une tentative d'attaquer là aussi en pince par les flancs. Alors tout ça est un petit peu... Stalingrad. Voilà, tout ça est brouillé par la communication en plus du groupe Wagner et de Prigojine qui se plaint en permanence de ne pas avoir assez de munitions. En réalité, ce qui se passe est assez simple à comprendre. Les Ukrainiens effectivement préparent avec le soutien logistique et stratégique actif de l'OTAN et un soutien aussi d'information, ils préparent une offensive, indéniablement, depuis de longues semaines. Le problème, c'est qu'ils n'ont quasiment plus d'avions, puisque les Russes en ont détruit à peu près 85% depuis le début de l'offensive. Les avions qui sont éventuellement livrés par les pays de l'OTAN sont souvent des avions qui datent de l'époque du pacte de Varsovie et qu'il faut d'abord remettre en marche. Et donc, comme il n'y a pas l'arme aérienne, il n'y a aucune possibilité de protéger les troupes qui avancent, les matériels et les munitions qu'on place à proximité de la future ligne de front. Et ce qui se passe, alors là c'est plus Godot, c'est le désert des Tartares, c'est d'une monotonie presque ennuyeuse. C'est que tous les soirs, il y a une offensive de bombardement russe qui commence et qui systématiquement canarde les endroits où sont massées les troupes et où sont massés matériel et munitions. D'ailleurs, on remarque depuis quelques semaines que les Russes n'attaquent plus spécifiquement les infrastructures électriques, ils attaquent encore les voies de chemin de fer et surtout ils visent matériel et hommes qui sont massés pour l'éventuelle contre-offensive. Ça explique en fait l'affaiblissement constant des renforts qui sont envoyés vers
Bakhmout ou ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, la fameuse offensive ou contre-offensive ukrainienne n'a toujours pas commencé. Peut-être aura-t-elle lieu, peut-être n'aura-t-elle jamais lieu. On est dans une guerre très statique et où il semble qu'en fait les Russes attendent l'épuisement de l'adversaire. On a évidemment beaucoup parlé de cette résolution du Parlement français, de l'Assemblée nationale, demandant l'inscription du groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes. Comment ça se fait que l'Assemblée nationale en France, tout à coup, sorte du chapeau une grogne contre Wagner ? Je crois que c'est d'abord, c'était si je me trompe pas, c'est le moment où Renaissance avait une possibilité de proposer des textes, la niche parlementaire. Bon, donc Renaissance a sans doute raclé les fonds de tiroir pour trouver des éléments à proposer. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour la majorité, qui n'en est pas une, majorité relative du gouvernement. Mais sarcasme mis à part, je pense que c'est typique de la façon de procéder des Américains et de l'OTAN. En fait, il faut se mettre à la place de la CIA ou de toutes les agences qui font en sorte que les alliés soient bien alignés. Et c'est assez malin parce que en France, qui va à première vue refuser de voter un texte contre le groupe Wagner? Le groupe Wagner s'oppose à la France en Afrique. On a d'autre part, on sait que c'est un groupe de mercenaires, c'est pas l'armée régulière. Et d'ailleurs, il y a une série américaine récente sur Netflix qui s'appelle The Diplomat que je recommande parce que elle montre très bien où en sont les Anglo-Américains et comme ils sont perturbés par le conflit avec la Russie, et dans lequel la façon de résoudre une crise entre les États-Unis et la Russie, c'est que la Russie laisse tomber l'équivalent de Wagner qui s'est transposé dans l'histoire. Donc le raisonnement, c'est peut-être qu'un jour les Russes désavoueront Wagner puisque ce sont des mercenaires. Donc à partir de là, moi je dis chapeau à ceux qui ont introduit ça. D'ailleurs, c'est Benjamin Haddad sur qui on a déjà fait un article pour montrer ses liens étroits avec les réseaux transatlantiques. Ça coince tout le monde. Et le Rassemblement national a foncé à pieds joints dans le truc. Personne n'a osé s'opposer, ça a été voté à l'unanimité. Quelles conséquences ça a? On recommande au gouvernement français de tout faire pour que Wagner soit classé sur la liste des organisations terroristes. Bon, d'ailleurs j'ai vu que les Britanniques s'y mettent. Donc c'est la nouvelle mode, au sein de l'OTAN. Les cérémonies du 9 mai, peut-être quelques mots sur les cérémonies du 9 mai, le discours très offensif, très identitaire de Vladimir Poutine à cette occasion. Oui, alors plusieurs choses sur ces cérémonies du 9 mai. Il faut se rappeler que les Russes et d'ailleurs les pays de l'ancienne sphère soviétique marquent cette cérémonie du 9 mai puisque l'armistice a été signé en deux temps, le 8 mai à Berlin et le 9 mai à Moscou avec les soviétiques. Bon. Première remarque. Donc c'est pour ça que ça se déroule sur 2 jours. Deuxième remarque, ce qui est assez étonnant dans la présentation qu'en font les médias occidentaux, c'est qu'on fait comme s'il n'y avait que la Russie qui était concernée par le 9 mai. Mais non, tous les anciens peuples de l'Union soviétique sont concernés. D'ailleurs, sur la place rouge, il y avait plusieurs dirigeants des anciennes républiques soviétiques qui se sont associés au défilé. D'ailleurs aussi, on a des images en Ukraine de villages, de petites villes, où les habitants ont bravé l'interdiction de célébrer le 9 mai émise par le gouvernement, parce que pour eux, ça fait partie de l'identité ukrainienne. Je rappelle qu'il y a 1 600 000 soldats ukrainiens qui sont tombés pour libérer l'Europe du nazisme. Alors, la troisième chose, c'est qu'évidemment, dans le contexte actuel, avec cette polarisation de l'Europe, avec cet oubli par les Américains, les Britanniques, les
Français et d'autres que sans l'armée rouge, jamais l'appareil militaire de la Wehrmacht n'aurait été détruit aussi vite, eh bien Poutine effectivement a rassemblé le peuple russe et a envoyé des signes aux pays voisins autour de lui, donc pour marquer que la Russie vivait toujours de l'esprit de mai 1945, alors que ce n'était plus le cas des Occidentaux, selon la présentation des choses qu'il a faite. On rappelle que ce ne sont pas vraiment les États-Unis qui ont permis de faire tomber Hitler. Oui, c'est quand même la résistance russe seule pendant un certain nombre de mois qui a permis de faire reculer l'Allemagne nazie. Si vous voulez, oui, si on fait une histoire objective de la guerre, il y a eu une phase où, en 1940-41, la Grande-Bretagne était bien seule, et grâce à Churchill, il faut le dire, et grâce au peuple britannique, il est parti des élites britanniques qui risquaient de flancher, mais Churchill... Et à la géographie insulaire. Et à la géographie insulaire, les Britanniques ont été seuls dans la guerre. Bon. Et puis, il se passe quelque chose de terrible le 22 juin 1941. L'Allemagne lance une véritable guerre d'extermination, une guerre génocidaire contre l'Union soviétique, contre les peuples de l'Union soviétique. J'utilise le terme de guerre génocidaire à dessein, puisque par exemple, le 2 mai 1941, Göring avait présidé une réunion avec des hauts fonctionnaires et des officiers généraux de la Wehrmacht, dans laquelle il était prévu que 30 millions de citoyens soviétiques mourraient de faim du fait de la guerre et pour que l'Allemagne soit nourrie. On pillerait les ressources de l'Ukraine pour nourrir les Allemands et aux dépens des Soviétiques. Donc il faut avoir ça en tête. À partir de là, effectivement, la guerre germano-soviétique, c'est la guerre la plus terrible de l'histoire. Et elle a fait à peu près 6 millions de morts du côté allemand, et elle a fait 10 millions de... Alors je parle de 6 millions de soldats morts, et elle a fait 10 millions de soldats tombés du côté soviétique, et même plus, puisqu'il y a 3 millions de soldats soviétiques qui ont été véritablement génocidés par la Wehrmacht. On les a laissés mourir de faim, de froid, dans les camps de prisonniers. Voilà. Et donc, il faut avoir ces chiffres-là en tête. Qui nous parle un peu du nombre de civils aussi. Alors, il y a eu d'autre part 14 millions de civils, d'après les estimations les plus récentes d'historiens, qui soient ukrainiens, biélorusses, russes, tous sont d'accord là-dessus. Donc ça a été une guerre effroyable. Pour avoir une idée, Hitler et l'Allemagne ont causé en Union soviétique autant de morts que la Première Guerre mondiale, la Révolution, le léninisme et le stalinisme réunis. Il faut avoir ces chiffres-là en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, guerre d'essence, d'esprit génocidaire, l'armée rouge, dès qu'elle a pu, s'est battue. D'ailleurs, on voit que dès l'automne 1941, le commandement de la Wehrmacht est inquiet. Et ensuite, jusqu'en mai 45, je rappelle qu'il y a 250 000 soldats qui sont tombés du côté soviétique pour la prise de Berlin. C'est dire l'intensité des combats. Et donc, effectivement, jusqu'en mai 45, entre l'automne 41 et mai 45, l'armée rouge progressivement a repris la main après les grosses défaites du début, et c'est elle qui a détruit la machine militaire nazie, qui était la plus redoutable sans doute de l'histoire allemande, et l'armée rouge a fait ça méthodiquement, avec un armement progressivement supérieur, avec un petit peu d'aide économique des Américains, mais on a tendance à la majorer. Alors, on ne va pas dire de mal des Américains pour le plaisir, mais simplement il faut constater que sur les 300 000 hommes qu'ont perdu les Américains au combat, les 2 tiers, et même plus, l'ont été sur le front du Pacifique. En Europe, l'engagement au sol des Américains a été très tardif. D'ailleurs, le débarquement de Normandie
c'est une bataille de petite échelle comparée à la guerre germano-soviétique. Ça ne diminue pas la réalité du sacrifice d'un certain nombre d'Américains, de Britanniques, de Français d'ailleurs aussi, qui sont morts pour libérer la France du nazisme, mais il faut regarder, il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, effectivement, il n'est pas exagéré de dire que c'est l'armée rouge qui a détruit la Wehrmacht et que sans l'armée rouge, vraisemblablement, l'Europe serait devenue nazie pour de longues décennies. Merci Édouard. Merci Eric.